Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre troisième conférence du cycle sur l'existant. On a eu la chance d'accueillir deux agences en novembre et en décembre, donc Nomos en novembre et puis Data en décembre. Et ce soir, on a l'immense plaisir d'accueillir Clara Simet, qui est architecte, enseignante à l'ESA aussi, et cofondatrice donc, de Grand 8, qui est une coopérative d'architecture qui est basée dans le 19e à Paris, à côté de la ferme du Rail, qui est aussi un de leurs projets. La conférence s'intitule « Bâtir avec ceux qui restent ». Donc on devine, parce que ceux s'écrit, voilà, on le voit, C-E-U-X, donc on devine qu'on va parler de vivants, de gens, d'habitants, de personnes, peut-être de manière plus prépondérante dans cette conférence que peut-être dans les précédentes. Et donc, pour dire deux mots sur la coopérative Grand 8, donc ce sont trois associés, Clara Simet, Julia Turpin et Marine Kerbois, qui ont donc fondé Grand 8 en 2018. C'est une coopérative qui rassemble des architectes, des paysagistes et des chercheurs de l'urbain. Clara Simet est une architecte engagée dans une pratique ancrée dans des enjeux socio-écologiques. Et chacune de ces interventions porte sur des alternatives durables et solidaires, dont l'objectif est de valoriser les ressources et les acteurs locaux. Elle est également actrice du déploiement de pratiques vernaculaires du bio et du géosourcé, comme le réemploi des matériaux. Et donc, Clara Simet est cofondatrice et maître d'œuvre de la ferme du Rail, donc, dont je parlais à l'instant, qui est donc un lieu d'hébergement et d'activité agricole d'insertion à Paris, qui est situé donc, voilà, au niveau du canal de l'Ourcq. Et avec Grand 8, donc elle accompagne des collectifs dans différents projets. Pour en citer quelques-uns, la restauration d'une bagagerie pour personnes à la rue, une épicerie solidaire, la transformation d'une ancienne grange en cirque, un projet démonstrateur du réemploi, la maison des canaux, des chantiers écoles, du réemploi et encore un lieu d'alimentation solidaire. Donc voilà, merci beaucoup d'être là et on est ravis et très curieux d'écouter. Merci. Merci pour votre accueil. Bonsoir à tous. Je sais que vous êtes en partiel, occupés entre deux choses. Je vais avoir le plaisir de vous partager la démarche qu'on a au fil des années développée au sein de la coopérative. Et je voulais revenir sur ce qui nous a traversé en fait très tôt, mes coopératrices et moi-même, dans la confrontation en fait avec les enjeux de l'extraction des matériaux. Qu'est-ce que c'est prendre? Quelle responsabilité on avait tous dans le fait de prendre toute cette matière pour construire nos routes et nos villes, nos infrastructures, et quel impact dans ces déplacements, dans ces fouilles dans les entrailles de la Terre pour extraire ces matériaux de manière si massive, et quel impact aussi sur les personnes, les milieux plus généralement, et les personnes en l'étendant à toute la question du vivant. Se dire aussi, réaliser, se redire, et puisqu'on est dans une école, je voudrais aussi partager ça avec vous, c'est toujours bon de se remettre aussi des échelles dans la tête, et notamment j'aime bien celle-ci qui était une enquête de chercheurs qui ont publié ça dans la revue The Nature, et qui compare en fait, qui constate qu'en 2020, on est à un moment de bascule entre toute la comptabilité qu'on peut faire de la biomasse sur notre planète, le fait que l'homme ne représente que 0,01% de cette biomasse et qu'il produit pour faire essentiellement ses villes et ses routes, justement, et très peu d'autres choses, puisque vous voyez que les autres, c'est une toute petite parcelle. Il a consommé plus que la totalité de la biomasse existante. Et donc, c'est aussi pour se placer dans ces enjeux-là, bien sûr, qui sont les enjeux de la matière, mais qui tout de suite appellent à la question des enjeux, des impacts sur nos milieux, et plus fortement la responsabilité que l'architecte pourrait avoir dans cette question-là. Se dire aussi qu'on est dans des milieux, justement, où on est en partage avec
des écosystèmes et des situations qui peuvent être vulnérables, et que, encore une fois, là est convoquée notre responsabilité, et on est dans une densité de plus en plus forte, d'une pression de plus en plus forte à la fois sur nos sols, dans les airs, sur les sols, et dans tous les milieux dans lesquels on sera appelé à intervenir. Et appelé par celle-là, en fait, une volonté d'agir néanmoins, bien sûr, face à toutes ces questions, et la possibilité, essayer d'entrevoir des moyens en se remettant en lien avec nos milieux, localement, là où nous sommes, ici et maintenant, en appelant à la question de la possibilité d'une biorégion urbaine, puisque on croit éminemment que ces enjeux-là doivent être relevés dans les milieux urbains. Bien sûr, il y a beaucoup d'expériences en milieu rural qui sont de toute façon des lieux anthropisés, mais aussi de penser que la densité, cette responsabilité, cet appel se fait particulièrement dans nos milieux urbains et dans nos métropoles. Et ça, le faire sans plus attendre, parce que souvent, quand on vient parler du travail, d'autres façons de faire, eh bien, il est souvent répondu que oui, mais le système est tel qu'on ne peut pas changer les choses, et se dire que peut-être, en prenant la question par d'autres chemins, et beaucoup le font, on peut agir ici et maintenant. Agir ici et maintenant, pas tout seul, aussi en se mettant en lien très fort, en lien d'interdépendance, à la fois avec des réseaux d'artisans, avec des réseaux professionnels, des architectes engagés eux-mêmes dans cette question-là, des médiateurs sur toutes ces questions de l'éco-construction, des enjeux sociaux aussi de l'architecture, et aussi en se mettant en lien très fort avec les habitants et les habitantes, les professionnels dans d'autres disciplines qui habitent le territoire, et comment on rentre en coexistence tous ensemble et en lien pour créer justement d'autres façons de faire. C'est une chose, et ça je vais l'illustrer aujourd'hui. On est basé, tu l'as dit, dans le 19e arrondissement, et on a au fil des années développé, on y habite aussi, développer un tas de liens avec des associations, des structures, des élus, des commerçants, des tas de formes différentes, et bien sûr des groupes d'habitants et des associations. Et on a à cette... qui est un peu le fil de ce bout de vie qu'on a mené dans le 19e arrondissement, en tant qu'habitante, en tant que citoyenne et en tant que praticienne. On a été amené à rencontrer un nombre d'acteurs importants, et notamment on a créé en 2000, donc avant la création de la coopérative, en 2015, on a imaginé avec des habitants un lieu qui puisse être un lieu de refuge, un temps de repos pour des personnes qui sont à la rue, avec l'idée que, en tendant la main, et pas qu'en tendant la main, en donnant une place réelle aux personnes les plus vulnérables de notre territoire, on répondait quelque part par la vulnérabilité à ce dont tout le monde aurait potentiellement besoin, à des aspirations qu'on avait tous de manière collective. Donc on a imaginé, avec des structures d'insertion qui étaient du quartier, un lieu qui puisse proposer à des personnes qui sont à la rue un hébergement, et d'être logées à la même enseigne dans cet hébergement que des étudiants d'horticulture, un lieu de travail et de formation où ils puissent pratiquer le maraîchage et le compostage, un lieu ouvert sur son quartier également, avec un restaurant qui accueille donc le fruit de cette production, et qui en même temps accueille les habitants, puisque c'est un lieu dans lequel on peut venir y manger, et c'est aussi la cantine des habitants et des travailleurs du site. Très tôt se monte un écosystème assez important. C'est l'opportunité en fait d'un appel à projet qui est lancé par la ville de Paris, qui s'appelait Réinventer Paris, la première version de ce type d'appel à projet. C'est une proposition faite par une entité publique de mettre à disposition un foncier relativement soit bon marché à la vente, soit sur un terme de bail, et c'est le cas ici pour la ferme du Rail, de bail de long terme. Et
et qui permet d'aller au-delà de la question foncière et de la pression foncière et de l'injustice qui peut, dans nos métropoles, résulter aussi de ces enjeux spéculatifs sur le foncier et l'impossibilité d'établir des lieux de solidarité ouverts et des économies suffisamment robustes avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire si la question foncière n'est pas portée par des entités publiques. Et c'est l'aide qu'a apporté ici la ville de Paris sur ce soutien. Donc c'était un appel à projet dans lequel il fallait faire une proposition d'un groupement capable de proposer des modes d'habiter innovants, des façons d'habiter la ville et de travailler en ville innovantes, et de monter une équipe capable de financièrement soutenir aussi la construction de cet ensemble. Donc je ne vous détaillerai pas le grand groupe qui nous a rassemblés, mais très tôt, en fait, pour créer ce lieu, à la fine et étroite équipe qui nous a réunis au départ, il y avait des entreprises donc d'insertion par le travail, des associations d'insertion par l'hébergement, et donc ces deux structures, Atoll 75, Travail et Vie, ont très tôt convenu avec nous que la nécessité était aussi de recréer un lien à l'échelle territoriale, puisque leur enjeu à eux, c'était aussi beaucoup de lutter contre une relégation, contre l'exclusion de ces personnes et de leur retrouver une véritable place en ville. Et on s'est posé la question de savoir comment on pourrait créer ces liens de solidarité à une échelle au-delà du quartier, bien sûr dans le quartier, l'ancrer dans le quartier, mais au-delà par les matériaux qu'on aurait mobilisés pour la construction de ce site. Et c'est pourquoi on s'est vite tourné sur la question, sur le matériau paille, qui nous permettait de créer une relation de solidarité avec un agriculteur qui se trouvait du côté de Rambouillet, qui élevait des chevaux et qui était donc céréalier à ces fins-là, et qui a amené directement la paille pour l'isolation de l'ensemble des bâtiments. Ensuite, on avait engagé, et c'était un engagement aussi important, c'est bien sûr c'est quelle matière, mais quelle personne sera convoquée pour la construction du site et dans quelles conditions. On a fait appel à la coopérative Apishbat, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était une coopérative d'insertion par l'éco-construction et qui donc formait des personnes, des jeunes en général, à différentes techniques de l'éco-construction, soit des matériaux biosourcés en isolation, soit des enduits terre crue, soit ils ont fait un tas d'expérimentations. Ils ont beaucoup œuvré, par exemple, à Rosny. Vous connaissez peut-être les écoles formidables qui ont été construites là-bas. Et donc là, la décision a été prise de construire ces bâtiments avec du bois, bien sûr, en structure, et puis de les isoler en paille. Et puis sur la question de la vêture qu'on aurait pu trouver sur la ferme, sur les différents bâtiments, on a là aussi réinterrogé cette question de l'interdépendance solidaire avec la volonté d'avoir un habillage sur les murs, un bardage qui soit résistant aux intempéries sans autre traitement, une recherche de simplicité dans la mise en œuvre. Et on a rencontré Hubert qui va proposer en fait à des paysans de laisser en friche leur forêt et de proposer leur entretien. Lui, il fabriquait des piquets à ce moment-là, et il vient entretenir la forêt, recueillir finalement les rejets de châtaigniers. Le châtaignier fait des rejets et donc ça nécessite un entretien. Et donc il vient collecter ça annuellement, et puis il le fait à cheval, pas pour le romantisme de la pratique, mais parce que c'est plus commode de cheminer ainsi dans les forêts. Et cela permet d'avoir une juste rétribution pour le propriétaire de cette forêt, pour lui-même qui vient transporter, cueillir et collecter ces rejets. Et ensuite, Apishbat est venu mettre en œuvre à la ferme
l'ensemble de ces éléments dont vous voyez qu'ils sont laissés assez bruts, avec cette idée aussi de donner mémoire de l'origine de ces matériaux. Le site, tel qu'il a été trouvé, lorsqu'on l'a découvert, c'est une surlargeur de la Petite Ceinture. Je ne sais pas si vous connaissez la Petite Ceinture, elle fait le tour de la ville de Paris, vous êtes peut-être déjà promené dessus. Aujourd'hui, ce tronçon-là, qui se situe rue de l'Ourcq, près du canal de l'Ourcq, est devenu une promenade. Il dessert notamment la ferme du Rail. Et tel qu'il était, donc c'était une surlargeur dans laquelle en réalité il y avait eu une occupation d'un garagiste pendant des années de manière très sauvage, donc il y avait beaucoup de carcasses, ça semblait un endroit de verdure, mais en réalité c'était une friche urbaine avec de l'hydrocarbure dans ses sols, et la nécessité d'amender ces sols s'est avérée assez tôt, donc on a cherché à créer un réseau qui nous a permis de créer du compost avec l'idée qu'on allait enlever les terres les plus polluées et puis les mettre en traitement classique de déchets dangereux, et puis conserver celles qui restaient, celles qui étaient inertes, et puis les collecter très tôt à l'échelle du quartier avec l'entreprise Travail et Vie qui était donc la maîtrise d'ouvrage de ce projet porteur, l'entreprise d'insertion, d'aller très tôt collecter auprès de restaurateurs du quartier des déchets organiques, avec l'idée qu'on allait pouvoir massifier bien avant le démarrage du chantier suffisamment de compost pour pouvoir créer avec les déchets du quartier organiques, créer l'ensemble des sols sains destinés à l'agriculture pour l'ouverture de la ferme. Et en amont, puisqu'on n'avait pas encore le site à ce moment-là, Yves, donc le patron de Travail et Vie, propose au Marché sur l'Eau, qui était un transporteur de légumes en provenance de Clé-Souilly, donc de Seine-et-Marne, qui collectait donc des légumes en Seine-et-Marne et qui les amenait via le canal qui était donc tout proche et qui est central dans notre quartier, les amenait mais repartait à vide. Et donc pendant un certain temps, il y a eu cette boucle assez vertueuse dans laquelle le Travail et Vie venait collecter à l'échelle du quartier les déchets organiques, charger le bateau qui repartait avec de la pluche fraîche pour que les paysans les transforment en compost. Ce partenariat, ce lien-là s'est arrêté ensuite parce qu'on a eu besoin de massifier en fait les volumes de compost pour pouvoir préparer et les sols. Et là, vous voyez le travail pour azoter l'ensemble de ces andins. C'est des boudins en fait de compost. Vous voyez le vélo cargo qui fait sa collecte à l'échelle du quartier. Et la culture préparatoire de moutarde sur ces andins de compost qui ont permis de les transformer pour qu'ils soient prêts le jour de l'ouverture et de la préparation en culture, pour que les jardins puissent tout de suite voir le jour et l'activité se déployer immédiatement à l'ouverture des lieux. Faire avec les délaissés, c'est aussi partir à la cueillette et partir à la cueillette des déchets de notre territoire. C'est aussi ça l'écoute qu'on peut donner à son territoire. Vous entendez certainement beaucoup parler de réemploi ici et là. C'est une question qu'on a beaucoup explorée aussi parce qu'elle nous permet de créer un tas de liens fertiles avec un grand nombre d'artisans. Et là, notamment, on l'a assez tôt créé à l'époque avec l'atelier RAR, qui est un atelier d'insertion, qui s'est spécialisé dans la collecte et dans le démantèlement et la transformation de fenêtres pour en faire, par l'insertion, toujours, et l'apprentissage, la formation est au centre de leurs préoccupations. Différents ouvrages en détournant le matériau bois. Ils se sont spécialisés dans le matériau bois. Elles sont d'abord beaucoup travaillées sur la fenêtre et sont étendues à d'autres types d'éléments du bâtiment. Et on a créé avec elles des jardinières, là aussi avec des
des bois issus de fenêtres en bois exotique qu'on n'aurait pas choisi nous-mêmes, ce bois exotique, mais il se trouve que là, c'est un rebut de la ville. Et il se trouve aussi que c'est un matériau qui est hyper performant, que la forêt africaine a eu l'amabilité de produire et qu'on jette au bout d'un temps de non-obsolescence de ces fenêtres. Et on a créé ainsi des jardinières qui forment les différents garde-corps qui étendent aussi la surface de culture sur les différentes toitures de nos bâtiments. On a aussi récupéré, c'était nos premières pratiques, nos premières expérimentations du réemploi, et on a essayé de se pencher sur la question sur différents sujets, voir comment on pourrait le traiter. La question est venue un petit peu au cours de la ferme. C'est une évidence qu'on irait sur les matériaux biosourcés à la ferme pour différentes raisons évidentes par rapport à la destination du lieu. Mais le réemploi était une chose émergente. On en avait des pratiques individuelles classiques comme tout un chacun, mais peu dans le cadre professionnel. Et là, par exemple, c'est la transformation par la menuiserie circulaire de panneaux qui sont issus de la Fashion Week, qui est un pourvoyeur récurrent et saisonnier de matériaux quasi neufs, pour faire les armoires des différents habitants des chambres qui ont constitué ce projet. Encore avec l'atelier rare, d'autres explorations déjà qui préfigurent des choses qu'on a pu développer après sur le réemploi, qui sont la création d'une esthétique. Il y a un fort enjeu aussi. On commence tous à manipuler, à se reconnecter aussi à des pratiques, à des modes opératoires, à de l'artisanat, à de la transformation locale avec les moyens qu'on a, et de constater aussi que de faire appel à ces artisans locaux implique finalement des liens de solidarité, de confiance, de pérennité et du coup de robustesse, et qu'on déplace beaucoup la question depuis la performance. On n'est pas forcément très performant, on va pas très vite, on va pas très, mais on est sûr, la personne va venir malgré tout faire les ouvrages auxquels elle s'est engagée. Elle sera justement rétribuée parce qu'on y aura veillé. Et c'est aussi ça, à cet endroit-là, que l'architecte peut, dans sa prescription, intervenir. Ici, c'est une transformation pour créer dans la salle à manger. C'est vraiment la salle au sens de la ferme. C'est l'endroit où se fait tous les plannings, tous les repas de la ferme, qui est indépendante du restaurant, et où tous les gars qui sont hébergés, quand je parle d'hébergement de personnes à la rue, les personnes qui sont hébergées par Atoll 75 et qui travaillent dans le cadre de Travail et Vie, c'est des personnes qui sont qui ont des parcours très lourds et qui sont très abîmés par la vie, et pour qui même rester entre quatre murs n'est pas une chose évidente. Donc l'enjeu sur la création de ces armoires, c'était aussi toute une question, un moment de travail. Bien sûr, il y avait cette matière qui était collectée, qui était disponible, mais il y avait aussi toute cette réflexion avec les éducateurs sur qu'est-ce que c'est pour une personne qui vient à la rue et dont tout le bien va tenir dans l'armoire. Qu'est-ce que ça signifie ranger? Qu'est-ce que ça signifie avoir un rapport à ses propres affaires? Quelle préciosité et quel désir on a dans ce mobilier-là. Et ici, donc, c'était sur la création d'un parquet central qui était constitué de, vous le voyez, des feuillures de fenêtres, avec l'idée qui résume un peu les enjeux auxquels on est confronté en général sur tout ce qui est éco-construction, mais particulièrement sur le réemploi, où on a un déplacement de la valeur du côté, elle n'est plus du côté du produit, mais elle passe du côté, le coût passe du côté de la main-d'œuvre, et donc du temps de transformation d'une matière qui est locale, avec des coûts aussi sur les outils qu'on pourra mobiliser localement. Et en fait, cette réflexion, c'est penser, designer les choses en dialogue avec les artisans pour pouvoir imaginer un design justement qui sache simplifier les étapes de transformation et qui puisse trouver malgré tout une esthétique tout en conservant le matériau tel qu'il vous a été donné, tel qu'il a été délaissé. Et ici, donc, vous voyez, c'est donc le montant de fenêtre qui est tranché et qui vient créer un motif sur cette frise.
un travail aussi où le réemploi et la question de ceux qui sont justement ceux qui restent, comme j'ai intitulé cette conférence. On a beaucoup de matériaux qui sont issus en fait d'un surplus de commandes. C'est aussi une source. Sur le carrelage, on a beaucoup de mal à remployer parce que nos liants contemporains, modernes, enfin qui ont été créés après la Seconde Guerre mondiale, sont tellement performants qu'on ne sait plus déposer ces matériaux. Quand vous déposez un carreau avant 45, eh bien, généralement, il est fixé à la chaux et vous pouvez le récupérer dans des temps corrects, sans le détruire, voilà. Mais postérieurement, ça n'est plus possible, puisque la colle est tellement forte que vous défoncez tout. Et c'est bien précisément justement les problématiques qu'on rencontre sur la dépose et la déconstruction sur ces époques modernes. Donc, on a pu accéder à un hangar d'un ancien carreleur qui, en fait, revendait ses fins de stock au moment de sa retraite, avait un hangar plein de petits bouts de choses. Et on a fait une composition sur les 20 salles de bain qui ont pu être personnalisées, ce qui reconnectait tout à fait à la question sociale, puisque pour l'accueil des personnes, l'idée d'Atoll, c'est vraiment de suivre au plus près le parcours des gens et d'être au plus près de leurs besoins. Et dans ce sens, de venir déstandardiser l'accueil social, qui, si vous connaissez ces lieux-là un petit peu, sont très sanitaires, très anonymisés, permettait d'avoir ici une adresse personnelle. Une première expérimentation aussi sur des matériaux plus pondéreux. La ville de Paris, elle aussi, elle a des retours de chantier quand elle dépose, transforme une place, la remet aux normes pour des questions, parce qu'elle fait des circuits vélos, parce qu'elle fait une accessibilité handicapée ou qu'elle rénove l'espace urbain. Elle a fort heureusement pendant des années collecté les petits bouts de retour de chantier aussi. Et là aussi, on a pu accéder, c'était ce que nous a permis la ville de Paris, accéder à ce stock et imaginer des murets que je vais vous montrer juste après, qu'on voulait en pierre sèche et qui viennent soutenir toute la partie contre la petite ceinture. L'idée aussi dans tout ça, c'est de se reconnecter avec une ville qui puisse être productive, productrice même, je dirais. Là, bien sûr, à la ferme avec le maraîchage, on a donc une grande serre, un potager central, de la culture sur les toitures, sur les buttes. On a essayé de multiplier avec les différents partenaires qu'on avait, jardiniers historiques qui accompagnaient Travail et Vie, essayer de multiplier les expérimentations et les possibilités aussi d'apprentissage pour les personnes qui sont là, puisque c'est la première finalité. Le produit en fait de ce maraîchage, les légumes sont vendus au restaurant et puis ils sont consommés intégralement dans le restaurant, mais ils ne couvrent pas tous les besoins. Et il ne suffirait pas à créer, c'est une parcelle qui fait 1300 mètres carrés, on doit avoir 1000 mètres carrés de culture sur l'ensemble, donc elle ne suffirait pas du tout à faire vivre un maraîcher. L'objectif de cette agriculture-là, c'est vraiment de faire la démonstration aussi pour les habitants en ville que ce mode de production est possible, de créer aussi un lieu de végétalisation vivant, cultivé, et de créer aussi donc par là même un îlot de fraîcheur qui sont nos enjeux aussi importants à tous. Et puis, bien sûr, surtout, de créer une activité et un temps de formation, un temps de répit, un temps de reconstruction pour des personnes dans leur parcours. Là, vous voyez les murets dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a aussi des dallages qui ont été construits, tous ces emmarchements aussi, qui ont été construits avec l'ensemble des pierres qui ont été glanées sur le site à Bonneuil de la ville de Paris. Et c'est donc là, il y a eu d'autres expérimentations depuis qu'on ne voit pas ici, le potager central, la butte,
Et ici, le restaurant qui donne sur la Petite Ceinture, qui est aujourd'hui donc une promenade qui est interrompue ici aujourd'hui, mais qui se prolonge bientôt. Je vous montre quelques images de la ferme parce que je vous ai parlé de ce qu'il a traversé dans sa construction et dans sa génération. Mais c'est aussi bien sûr avant tout un lieu vivant. Donc là, c'était pendant le Covid, des moments pas trop durs. Le toit cultivé, ça c'est le toit des logements. Vous voyez qu'on est vraiment au milieu urbain et qu'on vient proposer justement cette culture. C'est la partie la plus productive de la ferme, ces toitures, puisqu'on est bien sûr du coup exempt de masques urbains et qu'on reçoit le soleil avec le plus d'intensité et que la production est la plus importante. À la suite de cette grande expérience de vie, parce que c'était vraiment une expérience de vie, et ça continue, notre agence aujourd'hui, elle n'est plus là comme le montre la flèche, on vient de déménager, enfin il y a un an, mon dessin n'est pas tout à fait à jour. Maintenant on est juste à côté de la ferme du Rail, derrière le mur de logement. On s'est un peu rapprochés par hasard, enfin peut-être pas complètement. Et à la suite en fait, de cette expérience, on a voulu aller plus loin. Travailler Vie, dont je vous parlais, fait le maraîchage et c'est vraiment notre structure sœur. C'est une entreprise d'insertion qui a fait un long chemin aussi depuis. Ils étaient spécialisés plutôt dans la démolition. Et on a continué à travailler ensemble. On a expérimenté ces premières possibilités de récupération de matériaux et ils y sont venus avec le plus de naturel possible puisque en fait le fait d'avoir beaucoup fait de curage de bâtiments les a aussi complètement mis directement dans la question du tri, de la préservation des objets, des matières, cette attention-là en fait qu'on devrait tous porter aux matériaux et de venir les revaloriser. Et c'était vraiment leur fort et leur savoir-faire à ce moment-là. Et en même temps, c'est peu valorisant de défoncer des intérieurs comme ça, même s'ils avaient une intention au tri. Le fait d'aller petit à petit, et on y est allé ensemble, sur la question du réemploi, a donné beaucoup de sens à plusieurs personnes qui ont traversé la structure et qui ont été accompagnées pendant ce temps. On a répondu à ce moment-là à un appel d'offres qui permettait justement d'aller plus loin ensemble sur cette question de la cueillette des matériaux sur notre territoire alentour. C'est la restauration de la Maison des Canaux. La Maison des Canaux, c'est un bâtiment qui est dans le 19e arrondissement, qui est situé sur le bassin de la Villette, que vous connaissez peut-être, qui est un lieu de promenade aujourd'hui, mais qui était un grand port de fret autrefois. Et la ville de Paris, qui en était propriétaire, comme beaucoup de bâtiments autour des canaux, avait logé depuis 3 ans une association qui s'appelait Les Canaux et qui a été chargée de faire du lien sur le territoire entre les structures issues de l'économie sociale et solidaire, les structures engagées dans la préservation aussi écologique de la ressource, et notamment dans la question circulaire, et dans tous les champs d'activité, que ce soit le design, la mode, et puis ils ont beaucoup porté aussi toutes ces questions sur les JO. Et donc ils habitaient les lieux, mais ils avaient très peu transformé la maison, ils s'y étaient installés un peu rapidement, et puis la ville de Paris a lancé un concours pour sa réhabilitation en faisant un marché qui est un peu particulier. Vous ne connaissez pas trop les montages de marché, chers étudiants encore, mais généralement, l'architecte, il intervient, il est recruté dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un concours. Ensuite, il développe son projet. Son projet développé, la candidature est proposée à des entreprises pour le réaliser. Ici, c'est un marché de conception-construction, c'est-à-dire qu'on a répondu solidairement avec les entreprises. Donc, on a pu constituer, nous, mandataires Grand 8, une équipe qui a pu répondre à cet appel d'offres pour la réhabilitation, sachant que la ville avait priorisé en fait la question du réemploi. Elle souhaitait faire de ce projet un démonstrateur de cette question-là.
Et donc, elle avait mis dans son cahier des charges la nécessité de... Et c'était très courageux de leur part. Je leur suis encore reconnaissant aujourd'hui parce que c'est une chose qu'on rencontre peu. Il y a beaucoup de discours sur ces questions-là, mais dans les actes et dans les textes, ça reste quand même assez indigent. Et là, en fait, donc voilà, donc la mission, c'était d'abord de conserver tout ce qui pouvait l'être, puisque c'est bien sûr la première chose, ne pas faire, oser ne pas faire, pour répondre aux enjeux de confort et d'usage qui vous est demandé. Et ensuite, bien sûr, remployer les matériaux sur le site même, ou alors aller les chercher sur le territoire pour répondre à ce besoin. Et en tout dernier recours, peut-être aller sur biosourcé, et en tout dernier recours, peut-être aller sur du recyclage, et en vraiment dernier recours à du neuf, puisque ça n'est quand même pas possible de construire complètement sans avoir recours à des matériaux neufs. Donc on a monté une équipe constituée à la fois d'une équipe de maîtrise d'œuvre relativement classique, d'un groupe identifié d'acteurs qui ont gonflé au fil du projet, des études et même du chantier, de pourvoyeurs de matériaux à l'échelle du territoire, donc protéiforme, un tas d'acteurs différents, je vous en parlerai par la suite. Et puis des entreprises qui étaient chargées de poser. Vous retrouvez Apishbat, Travail et Vie, puis d'autres entreprises, General Metal, qui étaient déjà intervenues sur la ferme du rail, qui travaillent le métal, et notamment maintenant qui s'est fortement engagée dans le réemploi des structures et des éléments métalliques. Et donc, eux, ils étaient chargés de mettre en œuvre sur le site. Et puis, tout un groupe qui est plus atypique et qui est une pratique maintenant systématique pour nous, qui sont des artisans déjà engagés dans la question de l'économie circulaire, du réemploi, de la récupération des matériaux et de leur design et de leur transformation. Donc à travers fil, des couturiers, des menuisiers et ateliers rares qu'on retrouve aussi, et puis d'autres partenaires qui sont confrontés à la matière et qui en ont la connaissance plus intime que nous, et des connaissances qui nous ont enrichis dans le design, et avec qui toutes ces personnes avec qui on a pu co-dessiner et co-construire les projets au fur et à mesure. L'expérimentation nous a amené à collecter ces savoir-faire et ces matériaux dans un rayon d'une trentaine de kilomètres, de 30 kilomètres autour du projet. Et on a donc cherché à multiplier pour répondre aux différents besoins qui étaient exprimés, les solutions de substitution. Donc on était dans une conception itérative d'un aller-retour entre un besoin et une disponibilité des matériaux là sur le territoire, avec un travail aussi dans le temps long, puisque au fil du projet, le matériau pouvait se présenter et celui en capacité de le transformer aussi. Tout un travail aussi sur la logistique des délaissés, sur lequel Travail et Vie a pris une place majeure et indispensable. Donc simplement aussi le travail de tri sur les matériaux qui pouvaient sortir du site, et la nécessité de le mettre entre de bonnes mains, parce que le monde du déchet est quand même assez obscur, et il faut avoir aussi une attention, une connaissance, et ce lien d'interdépendance avec où va atterrir votre exutoire quand vous jetez vos matériaux. C'est aussi une responsabilité qu'on devrait se donner tous. C'est difficile, mais voilà, on peut nommer, désigner quelqu'un sur ce rôle, et on devrait aussi y arriver sur nos plus petits chantiers. Mais c'est aussi faire la démonstration sur le site qu'on peut stocker, montrer tous les matériaux qui sont déposés. Et là, en plus, c'était un site où il y avait beaucoup de passages, parce que c'est une promenade. Le chantier était non pas ouvert, mais visible. On a récupéré des portes comme ça d'une copropriété du coin qui remplaçaient ces portes de cave et qui ont servi pour la palissade. C'est des choses anodines, mais en réalité, quand on pense à l'impact social et carbone et d'impact sur les milieux du moindre bout de métal,
en fait, chacune de ces actions, c'est un lieu, c'est aussi une occasion d'un récit à une échelle de quartier qui vient enrichir le projet. Et puis, il y a tout le soin qui est apporté à la dépose, à la préparation de tous ces matériaux. Je parlais de ces liants dont il faut séparer les matériaux pour retrouver leur intégrité. Et donc, ce travail, c'était aussi leur tâche au quotidien de ce soin apporté. Il y avait des plâtres, des carreaux de ciment posés sur de la chaux, sur lissure sable, récupérer, retrouver, faire le travail d'archéologue pour retrouver les sols existants. On a repris notre histoire qu'on avait un petit peu entamée sur la pierre, de manière pas très satisfaisante finalement, enfin pas si mal, mais pas très satisfaisante à la ferme, puisque finalement nos murets, on les souhaitait en pierre sèche pour pouvoir les déconstruire dans un temps futur, mais seulement on n'avait vraiment pas le savoir-faire, et ça c'est un savoir-faire que dans un rayon de 30 km, caladeur, murailler, pierre sèche, vous ne trouvez pas beaucoup en Île-de-France. Donc on est allé chercher Yvan Delahaye en Ardèche, qui est venu transmettre à Travailler-Vie ce savoir-faire tel que ça se transmettait dans un village, c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'un sachant très sachant, qui vient transmettre à des non-sachants une technique dont tout le village pourra se saisir. Et c'est un peu aussi cette idée-là de pouvoir accueillir sur le chantier, l'ouvrir à l'apprentissage de plus en plus, de faire ce temps de chantier aussi un temps riche, un temps pas caché, on n'y fait rien de dégueulasse derrière les palissades, c'est interdit au public, mais en fait le réouvrir aussi comme un démonstrateur et comme un dû aussi pour tous ceux pour qui on fait, qui vont habiter de connaissances qui finalement est nulle. Donc, quand on pense à la connaissance d'un habitant de la composition de ses murs, de la composition de tous les matériaux qui l'entourent, c'est très indigent. Et je pense qu'il y a aussi, la nécessité de se reconnecter, et il y a une demande aussi des habitants de se reconnecter, tels qu'ils le font pour la nourriture, où il y a une conscience maintenant, une réflexion en tout cas, de se dire ce que j'ingère, bien voilà, et je dois me préoccuper de la source. Et en tout cas, la question est présente. Et c'est triste de voir que pour l'architecture, ça ne se produit pas. Donc là, vous voyez, on n'est pas très loin, puisqu'on est à Bonneuil, on est à quelques boucles de la Seine. Et ça aurait été très beau de le transporter par la Seine et le canal, mais on n'a pas du tout fait comme ça. On a fait ça par camion comme tout le monde. Et donc, c'est tous ces fins de chantier, rebuts, qui ont constitué l'ensemble de la composition de la terrasse. Donc, un grand mur qui vient lester, la structure métallique qui elle-même a été récupérée. Puisqu'on n'a pas de fondation possible, donc c'est une espèce de fondation inversée posée sur le quai, et la composition où chaque pierre choisie avec Yvan qui est ici vient prendre sa place dans le dispositif et dans l'architectonique de ce mur, avec son fruit, le cœur du mur qui peut accueillir aussi le tout venant du chantier. Souvent, les gravats, ça constitue une masse finalement résiduelle, invisibilisée, mais extrêmement massif aux échelles générales de toute l'Île-de-France, par exemple. Et ce genre d'ouvrage sait accueillir ces matériaux. Ici, vous voyez les moellons. Dans la commande, il était demandé de venir ouvrir le rez-de-chaussée qui était constitué de gros murs en pierre calcaire, en moellons calcaires, qui ne sont pas propres à prendre leur place dans l'espace urbain. On avait quand même une commande où on est dans un vocabulaire importé du milieu rural, et de lui trouver une expression qui puisse trouver sa place en milieu urbain et a fortiori à Paris. Et donc celui-ci, cette pierre, elle a été mise, vous voyez, sous cette calade qui est en fait une rampe qui sert à l'accessibilité handicapée, qui faisait partie des commandes. On avait une différence de niveau entre le quai et la maison. Et donc ce lit de sable qui est aussi le sable récupéré de l'intérieur de la maison sur lequel étaient posés les carreaux de ciment.
Vous voyez des détails du mur dans toute sa robustesse. Alors, c'est un endroit où il a été particulièrement mis à l'épreuve, puisqu'on est sur le canal, on est à Stalingrad, que certains appellent Stalingrad. Et donc, la nuit, d'autres gens sortent d'une autre population. Et donc, ça a servi un petit temps à de la planque à crack sur le haut. Donc, on a dû remettre de la chaux. Enfin, voilà, on s'est adapté. Mais c'est ça aussi la maintenance, finalement. On peut dire que il a résisté, c'était un peu l'épreuve du feu. Toute une exploration aussi sur tous ces membranes, on appelle ça textile circulaire, mais tout le travail de tapissier dans les déchets, que ce soit dans le monde du bâtiment ou dans toutes les activités humaines. On a énormément de bâches, de toiles, l'événementiel est extrêmement prolixe. En bâches publicitaires évidemment et en ce type les loisirs produisent aussi énormément. Donc on a de nombreux gisements qui nous sont apparus avec des potentialités esthétiques, créatives importantes, et puis surtout des gens qui savaient transformer, puisqu'on travaille dès la ferme du Rail, on fait des expérimentations avec des bâches publicitaires pour créer des stores en tissage. Avec les résilientes Emmaüs, et on poursuit donc ce partenariat avec elle pour créer pour une première stratégie d'isolation de l'étage, où on récupère de cloisons de bureaux de la laine minérale qui vient constituer l'ensemble de l'isolation intérieure, avec l'objectif d'avoir une isolation totalement sèche, puisque les bureaux étaient en site occupé à l'étage, et donc les personnes sont restées sur place, et vous voyez qu'elles ont laissé leur peau et crayon, et donc on a cherché à avoir comme ça une paroi isolée sans venir perturber, en perturbant un minimum l'occupation de ces bureaux. Et donc, le parti a été pris d'utiliser donc de la laine minérale, ce qu'on avait plus fait depuis longtemps, mais et de venir faire un travail de tapissier avec d'anciennes moquettes qui sont des moquettes issues de salons professionnels qu'on trouve de manière pléthorique, qui servent généralement 1 ou 2 jours, et une transformation pour leur trouver une nouvelle expression. C'est souvent des matériaux qu'on trouve qui sont endommagés. Malgré tout, en 2 jours, on arrive à faire beaucoup de dégâts sur la matière. C'est le propre aussi de ces rencontres. Et on se retrouve souvent avec la nécessité de recréer, et c'est une situation dans laquelle on est assez souvent sur la question du réemploi, de retrouver un petit module pour avoir la partie la plus noble, et éviter une tâche, éviter un accroc, et venir constituer comme ça un motif par l'assemblage de petits modules, l'assemblage par la couture. La question de l'assemblage, j'y reviendrai, est vraiment centrale dans la mise en œuvre de ces matériaux de réemploi, à la fois parce qu'ils font appel justement à la robustesse d'un savoir-faire local, et aussi parce qu'ils vont faire appel, ils vont permettre une déconstruction facilitée dans le futur. On imagine aussi avec elle et General Metal, donc qui lui, dans son parcours, venait du monde du spectacle avant d'être serrurier et charpentier métallique. Et on imagine ces cloisons. La commande, c'était qu'au rez-de-chaussée, on avait donc un tas de petites salles existantes. On est venu ouvrir ces gros murs. Et puis, le besoin, c'était d'avoir une grande salle d'événements à rez-de-chaussée, puisque c'est la vocation de cette association aussi, de créer de l'événement autour de toutes ces questions. Mais en même temps d'avoir des petits groupes de travail qui pourraient cohabiter dans le même espace sans être complètement isolés acoustiquement, mais qui pourraient, voilà, sans trop se gêner, pouvoir cohabiter. Et donc on imagine, sur le système de la porte de garage, ces cloisons mobiles qui sont actionnées par des manivelles, avec l'idée qu'on peut réintroduire le low-tech. Il se trouve que la régisseuse était très tôt dans le projet, donc on a pu concevoir avec elle aussi ce geste quotidien sans qu'elle chope une tendinite, et de transmission.
donc pouvoir tester qu'est-ce que serait son geste quotidien dans la maintenance du lieu. Et là, vous voyez en fait le travail des résilientes sur l'assemblage. Elles sont aussi, donc c'est dans la sphère Emmaüs, elles récupèrent en fait les derniers rebuts de ce qui ne peut pas aller être vendu en recyclerie, enfin dans les boutiques Emmaüs. Et elles le transforment, elles le transforment par découpage et par certaines techniques ici qu'elles appellent rescapées, qui permettent la créativité aussi de celles ou de ceux qui vont intervenir et concevoir le textile. Un travail ici aussi sur la protection solaire, donc là une récupération, toujours cette recherche sur les membranes et cette exploration-là, de savoir comment on pouvait assurer la protection solaire de l'ensemble du bâtiment. Un travail avec Switch, qui est le bureau d'études qui est intervenu sur la thermique sur l'ensemble du bâtiment, qui est aussi le bureau d'études qui est intervenu à Rosny, pour vous parler aussi de cet échange et de comment les écosystèmes se créent à l'échelle du territoire. Et pour concevoir justement ces stores pour qu'ils soient les plus performants. Là, en l'occurrence, les enjeux sont importants. On a une grande façade au sud et la nécessité de répondre à ces questions. Et donc là, on a travaillé avec la tête dans les nuages. C'est des artisans en fait qui n'étaient pas dans le champ du bâtiment. La tête dans les nuages, c'était ils fabriquaient des poufs avec ou des sacs avec ces montgolfières, et qu'on a proposé d'accompagner sur ces questions-là. Là, c'est la couverture de la terrasse. Et on retrouve Atelier Rare, je vais finir là-dessus, sur ce bâtiment-là, pour vous raconter l'histoire d'une porte. Là, c'est un partenariat avec un bailleur. Travailler vif fait la dépose de portes palières. Les bailleurs ont nécessité de remplacer sur ces anciennes HBM des années 30, là en l'occurrence, de transformer ces portes qui ne sont pas coupe-feu en portes coupe-feu. Et donc, ils font la dépose de très belles portes. Je ne sais pas si on peut éteindre la lumière là, parce que vous ne voyez pas grand-chose en fait, non ? Et donc, de remplacer ces portes. Donc, avec Travail et Vie, on va caractériser. Il y a un fort travail aussi dans cette quête des matériaux de caractérisation pour comprendre, pour recomprendre en fait la composition de ce que vous glanez, puisque vous n'avez évidemment pas de fiche produit. Et là, ce que nous recherchions, c'était une certaine densité. On cherchait du chêne. Et donc, il fallait qualifier le matériau alors qu'il était encore en place pour pouvoir le réserver, organiser toute la logistique autour. Et donc, vous voyez là qu'il fait son petit circuit d'atelier en atelier. Il passe par un premier atelier de démantèlement chez l'Atelier Rare à Romainville et qui vient constituer un des premiers ouvrages qu'on fait avec ces portes en démantèlement. Et qui est le platelage de la terrasse et sa mise en œuvre. Donc toutes ces étapes sont encadrées par l'acteur qu'on appelle un bureau de contrôle, que vous ne connaissez pas beaucoup à l'école, mais qui est un compagnon de route certain sur les projets et qui garantit donc l'assurabilité de vos ouvrages. On était ici là aussi en dialogue étroit avec lui. Il avait une mission élargie pour pouvoir c'est ce qu'on avait demandé, exigé en fait dès le départ, pour pouvoir évaluer les risques, ce qu'on ne fait plus beaucoup tous ensemble, mais de se pencher sur chacun des matériaux, chacune des techniques pour pouvoir administrer la preuve que de la robustesse, de la viabilité, de la solidité ou de quoi qu'est-ce de chaque matériau. Et donc là, c'est pour cette mise en œuvre. Et puis, les autres morceaux de cette terrasse ont été transformés par un autre atelier qui s'appelle À Travers Fil et qui avait d'autres machines et d'autres savoir-faire et qui ont créé l'ensemble de ces treillages qui a constitué la séparation de la terrasse d'avec le quai et le support de la végétation qui est venue grimper depuis dessus, avec des systèmes de petits connecteurs, avec cette question aussi de l'assemblage qui était posée ici, qui permet de déposer ponctuellement des matériaux et d'avoir
aussi de conserver la trace et l'histoire de, vous voyez ici la mortaise des matériaux. Et puis d'utiliser ces derniers petits bouts, de se dire que tout est bon dans le cochon et qu'on vient utiliser les panneaux de ces portes qui étaient en contreplaqué pour faire les plaintes. Et puis ici, de venir faire couture entre une mosaïque existante et un parquet qu'on est venu reconstituer avec des parquets qui ont été sourcés sur d'autres sites. Et de venir, avec les derniers petits bouts de feuillure, créer cette mosaïque de bois qui vient faire couture et qui a été liée au plâtre pour explorer aussi d'autres façons de faire. La préservation de la ressource, c'est aussi l'eau. Donc là aussi, la récupération des eaux de pluie, alors qu'on ne pouvait pas enterrer de cuves ou bien sûr absorber à la parcelle dans des parties végétalisées. Donc là, une bâche qui a été mise sous la terrasse même et qui a permis l'alimentation des toilettes et l'arrosage. Et puis aussi ici le travail avec Switch sur la ventilation naturelle, qui est un enjeu important à la fois sur la ressource, parce qu'on a un enjeu à réduire le nombre de nos machines qui sont en termes de matériaux même et physicalité très, très impactants. Et puis bien sûr, dans leur consommation quotidienne, pèsent lourd dans les bilans des bâtiments. Donc ici, une ventilation naturelle à récupération de chaleur, double flux, donc avec des échangeurs qui sont placés aux quatre coins de la grande pièce d'événementiel, qui sont placés en vertical, qui sont placés, je ne vais peut-être pas rentrer dans le système, ils ont pas mal publié aussi sur ce sujet-là, et puis on le redéveloppe dans d'autres cadres. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir cette question-là. Vous dire aussi que justement, on peut aussi trouver des alternatives, et ça c'était un travail assez rigolo de créer des gaines avec du papier sulfurisé déclassé, donc avec la bonne classification au feu, et qui permettent de faire à la fois un faux plafond qui rend visitable ces éléments, ces grands échangeurs, et en même temps des gaines en origami pour distribuer l'air dans la pièce. Je vous en parlais tout à l'heure, des assemblées. Cette question, elle est fondamentale. Donc, vous voyez, dans toutes les techniques que je vous ai montrées, on a cloué, on a noué, on a cousu, et c'était réexplorer tout ça. C'est aussi bien sûr, tout le plaisir que ça peut procurer dans la qualité de mise en œuvre. Et on s'est aperçu, là, maintenant, parce que le bâtiment, il était livré il y a 2 ans, que c'est aussi un facteur de maintenance, parce que celles et ceux qui ont été impliqués dans ces mises en œuvre-là, alors elles ont utilisé des techniques relativement simples et courantes, et ça permet aussi de s'affranchir aussi d'une dépendance à l'industrie qui provoque aussi beaucoup d'obsolescence dans nos matériaux produits, qui, si on n'a pas la façon de réparer un petit bout de truc, et bien du coup on va jeter l'ensemble de l'ouvrage. Et ça, bien au contraire de tout ce dont j'en parlais tout à l'heure, effectivement, tous nos ciments, nos colles, nos silicones, tout ce qui vient assembler violemment, en fait, et définitivement, soi-disant, les matériaux. Et tout ça, en fait, ça crée justement une robustesse à l'échelle territoriale, et on s'en rend compte là, 2 ans après, les gens, on est revenu sur la maison a pu prendre des contrats de maintenance sur certains matériaux, notamment sur la pierre sèche, sur les différents ouvrages qui ont été mobilisés manuellement. Et c'est vrai que ça crée donc un réseau d'acteurs au quotidien dans la vie du lieu. En fait, tout au long du projet, puisque le modèle, je vous l'ai dit, c'était une personne qui venait transmettre une technique, des personnes qui étaient apprenantes. Le modèle, il était vraiment celui de la formation. Donc, on a créé avec la ville de Paris, Ecopolis, et qui a été ensuite financé par l'ADEME, un cycle de formation qui s'est produit donc pendant le chantier, et qui a été reconduit depuis, avec l'idée qu'on vient mettre autour de la table, créer une culture commune autour de ces questions,
maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et artisans et ouvriers autour de ces questions et de faire une formation par le faire autour de ces questions-là, que la transmission puisse se faire aussi en mettant la main à la pâte, en se confrontant à la matière par une initiation qui permet à des personnes en insertion d'avoir une première confrontation aux enjeux avec une approche théorique, mais donc une approche par le faire, et d'aller plus loin ensuite, s'ils le souhaitent, sur des formations plus longues. Donc, ça s'appelle les chemins du bâtiment circulaire. Je vous parle d'un dernier projet, je ne sais pas s'il me reste du temps. J'ai beaucoup parlé. Un petit dernier, toujours dans le quartier et dans la même... alors, il y a effectivement, on parlait d'une bagagerie qu'on a faite entre-temps, qui est donc un lieu pour les personnes à la rue, pour qu'elles puissent déposer leurs affaires, qui est tenu par une association de quartier. Mais je ne vais pas vous présenter ce projet. Le Café Zoïde, qui est un lieu formidable aussi, un lieu de jeu. Donc là, c'est toute la question de l'enfance qui a été, et des familles qui a été portée, un sujet qui nous passionne beaucoup. Et donc un café culturel à destination des enfants avec une vocation sociale là aussi. Et puis on a avec un autre collectif d'associations du 19e arrondissement. Cette fois, c'est la SNCF qui a fait un appel à projet pour la réhabilitation d'un bâtiment, d'un ancien bâtiment logistique toujours lié à la Petite Ceinture. On a une histoire un peu longue avec la Petite Ceinture, parce qu'il y a d'autres projets qui se construisent depuis. Et donc un ancien bâtiment logistique dans lequel on fait la proposition avec un autre collectif. Donc là, c'est Espace 19, la foncière Belleville qu'on amène sur le projet pour qu'elle puisse faire un support financier, Couleurs du Pont de Forme, bon bref, je ne vous les cite pas toutes, pour imaginer un lieu culturel à destination des habitants du quartier. On est dans un coin du 19e où il y a la grande cité Michelet, que vous connaissez peut-être parce que c'est celle qui a les tours avec des zigzags noirs et blancs, qui est donc la plus grande cité sociale à l'échelle de Paris, qui est à l'échelle vraiment d'un grand ensemble à l'extérieur en périurbain. Et donc avec plusieurs associations issues de ces différentes lieux de résidence du 19e arrondissement qui ne se retrouvaient pas dans les propositions culturelles à l'échelle du 19e arrondissement, qui souhaitaient voir un lieu qui soit plus à l'image de leur proposition culturelle, qui puisse aussi être acteur directement de la proposition culturelle qui puisse être faite dans ce lieu. Et aussi également une histoire entamée entre une association et une école de mode, l'IFA, donc un institut, une école de mode internationale qui est située dans le 19e arrondissement aussi, sur le Canal, et qui ont créé ensemble depuis des années, qui font des défilés avec les habitants du quartier, dessinés par les étudiants. Donc c'est un partenariat, donc là avec l'envie de voir un lieu qui soit autour du textile et de tous ces enjeux qui sont autour du textile et de l'accessibilité aussi et des enjeux autour du déchet, autour du textile. Donc c'est à nouveau un appel à projet qui est remporté par ce collectif. Ça, c'est le bâtiment donc, qui s'appelait le TLM, dont on a mangé le T et le L pour pouvoir faire rentrer la lumière. Donc c'était transport, logistique, manutention. Il a gardé ce nom-là. Donc libre interprétation de ce nom est possible. Vous avez le rez-de-chaussée, donc toute la partie qui est dédiée au textile et l'entrée du bâtiment. Et vous voyez, c'est un bâtiment qui est à cheval sur la Petite Ceinture. Là aussi, bon, le premier geste, c'était la préservation des existants. C'est un assez beau patrimoine de grande simplicité, une ossature métallique avec un remplissage en briques, un soubassement en béton et un contrefort sur la Petite Ceinture. Et donc, vous voyez ici la terrasse sur la Petite Ceinture et son ouverture.
Et là aussi, avec les habitants, avec les artisans et un peu les mêmes acteurs dont je vous parlais tout à l'heure, on est allé collecter les matériaux à l'échelle territoriale pour pouvoir constituer l'ensemble de ces lieux. Donc on a une grande salle de spectacle avec des possibilités de projection, un bar, une cuisine qui est tenue par une coopérative de femmes qui sont amenées à l'insertion en venant cuisiner leur spécialité. Et là aussi, et puis toute la partie textile avec les défilés qui sont organisés sur la petite ceinture. Et puis toute la partie boutique qui est tenue par la textilerie, donc qui est aussi un lieu d'atelier qu'on ne voit pas sur les photos, mais qui sont un moment d'apprentissage pour les habitants aussi, de réparation avec des repères autour du vêtement pour inciter à la réparation plutôt qu'à l'achat. Pour l'histoire, donc là aussi, pour la création de tout le rez-de-chaussée, la vitrine du rez-de-chaussée, on a récupéré chez nos copains encore heureux les menuiseries qui étaient déjà issues d'une première dépose avec laquelle ils avaient créé le pavillon du chantier pour le chantier de Morlan, qui était donc ce grand bâtiment qui a été rénové dans le cadre de Réinventer Parisien aussi. Et donc dépose et ensuite transformation depuis 1920, renfort avec des systèmes d'épines en bois, et puis repose et donc un dessin qui s'est adapté au dimensionnement de ces... C'est en fait des petites opérations comme ça qui demandent une logistique assez importante parce qu'il y a aussi tout le travail évidemment de validation auprès du bureau de contrôle. Là, il se trouve que les façades, c'est un objet qu'on a souvent du mal à récupérer parce que sur les fenêtres, on retrouve pas la performance. Ici, en fait, le vitrage et sa performance, elle a pu être avérée. Ils ont un petit pédigré qui est dans la tranche. Et la performance a pu être démontrée. Ce n'est pas la toute première performance, mais suffisante par rapport à nos objectifs thermiques. Et on a donc pu la remettre en œuvre ici. Là, on a poussé plus loin la question de l'isolation. C'est peut-être le grand geste invisible le plus massif de ce bâtiment-là. Il a été intégralement isolé avec de la laine minérale récupérée d'un plateau de bureau à Saint-Ouen, à proximité, et stocké sur site. Donc là, ça demande des échelles logistiques plus importantes, plus encombrantes et forcément impactantes pour le chantier. Mais l'ensemble de l'enveloppe a pu être isolé avec ça. Et puis les plaques qui constituaient, donc les plaques de plâtre qui constituaient ces cloisons ont permis de faire tous les doublages. C'est un projet qui financièrement était très serré. Et puis il y a eu tout le travail sur l'absorption acoustique. C'est une salle de concert, d'événements divers. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait. On retrouve la moquette, qui est un matériau que décidément on aime beaucoup, qui se travaille bien, qui se travaille facilement. Et donc on a prototypé. On n'avait plus les résilientes avec nous parce qu'on n'avait pas les moyens de rémunérer correctement les personnes ici. Donc on n'a pas fait appel à elles. Et donc on a essayé d'imaginer un design assez simple de ces petits moines là, comme ça. En découpe qui nous a permis d'impliquer toutes les associations partenaires du projet. Et donc, c'est un habillage de la salle qui s'est fait dans tout le quartier, d'atelier en atelier, par les personnes. Donc, il fallait que ça soit très simple, transportable, etc. Et c'est vrai qu'elle s'y prêtait bien. Et donc, ça a été un travail assez chouette, justement, d'atelier participatif. L'enjeu acoustique, il était aussi sur le plafond, les murs. Donc, on a des récupérations de dalles de faux plafonds qui ont été mises au mur. Et puis, d'habillage, on retrouve notre matériau montgolfière, où on a derrière, justement, à nouveau l'isolant et un travail de tapisserie. Et là, vraiment de tapissiers voltigeurs qui sont venus... habiller l'ensemble des plafonds. Et pour terminer, on a des continuités comme ça sur les ouvrages. On a refait de la pierre sèche sur plusieurs ouvrages en extérieur parce que c'est un formidable support aussi pour l'insertion, pour la mise en œuvre et pour la qualité des ouvrages extérieurs, leur pérennité également.
Et donc là, vous voyez qu'il y a à nouveau une rampe qui est constituée. Plus on est dans un contexte presque rural, sur la petite ceinture. Donc on s'est permis plus d'expressivité là-dessus. Et là aussi, donc c'est édifice. Là, c'était dans le cadre justement d'une des sessions de formation des chemins du bâtiment circulaire pour habiliter les personnes au premier échelon de muraille et pierre sèche. Et puis une collecte aussi de carreaux, puisque le carreau, on a beaucoup de mal à le trouver en récupération. Donc tout le monde a les carreaux chez soi et on a pu collecter auprès des habitants une bonne partie des carreaux qui ont constitué l'ensemble des sanitaires. Voilà, je vous remercie, je vais m'arrêter là. Donc vous voyez que je vous parle pas mal de démarches et de petites histoires autour d'un matériau. Je vous ai pas beaucoup montré les bâtiments eux-mêmes. C'était pas l'objet de ma transmission ce soir. C'était vraiment de vous partager la démarche au quotidien et comment on peut être justement en lien avec tous ces acteurs du territoire, renforcé dans cette possibilité d'une transformation locale de la matière par des personnes justement rémunérées. Est-ce qu'il y a des questions? Et vous m'entendez dans le micro? Oui. Je veux bien que vous parliez dans le micro, s'il vous plaît, comme ça, comme on enregistre. Sinon, on peut pas garder la partie des échanges. Donc, merci d'attendre que je vous amène le micro. Bonjour, merci pour la présentation. Merci. Moi, j'avais une question qui m'est venue parce que vous parliez énormément de la robustesse et de la contre-performance, et donc ça m'a fait penser à des travaux universitaires, notamment ceux de Olivier Amand, peut-être que vous connaissez. Ouais. Et du coup, je me suis demandé, quand on a un collectif comme le vôtre, qui a une production quand même assez riche, est-ce que vous avez envisagé d'établir des liens entre l'université et vous? Donc peut-être travailler avec des chercheurs ou ce genre de choses pour avoir je pense que ça pourrait être bénéfique dans les deux sens, c'est-à-dire que d'un côté, ils ont une matière de travail qui est quand même assez intéressante et assez riche, justement, avec les projets que vous proposez. Et de l'autre côté, avoir le relais universitaire pourrait être aussi une manière de légitimer, entre guillemets, et en tout cas de diffuser ce travail à grande échelle. Donc je voulais savoir si ça faisait partie de vos... Peut-être que vous le faites déjà, hein, je ne sais pas, mais si ça fait partie de vos... Alors j'ai écrit le récit de la ferme du rail et tous les... Et rétrospectivement, en fait, justement, ce travail rétrospectif, il est très important. Bon, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui aussi de diffuser. On fait beaucoup visiter les bâtiments, on accompagne beaucoup de cette manière-là. Mais vous avez raison, merci de la question. Donc, on a écrit Philippe Simet, qui est donc enseignant-chercheur à Paris-Belleville, philosophe, et qui est aussi mon mari. Un livre qui fait le récit de l'aventure de la ferme du rail en revenant sur les concepts qui sous-tendent en fait, qui n'étaient pas très conscients. Et c'est vrai que c'est très très bien de pouvoir avoir ce temps réflexif sur son travail. Vous avez raison. Après, moi, je suis extrêmement nourrie au quotidien par le foisonnement intellectuel de chercheurs autour de toutes ces questions métaboliques, sur voilà, les possibilités de l'urbain aujourd'hui. J'écoutais en venant un podcast de Michel Lusseau, c'était complètement foudroyant. Et c'est vrai que c'est indispensable. Alors, j'ai un dialogue quotidien nourri avec Philippe Simet, qui travaille toutes ces questions, qui vient de publier un livre qui s'appelle justement « Bâtir avec ce qui reste ». Je lui ai demandé si je pouvais lui piquer son titre, mais il ne l'a pas orthographié comme moi, mais voilà. Et bien sûr, oui, ben, j'aimerais beaucoup, mais alors, il faut faire le choix entre la pratique et le temps d'écriture. Après, on est beaucoup aussi contacté par des doctorants, voilà. Donc, il y a pas mal d'échanges quand même. Merci. Mais ouais. Non, mais c'est vrai que j'aimerais aller plus loin.
Pour ça, il faut s'arrêter de travailler. Il n'y a pas d'autre choix. Si tu veux faire de la recherche, aller profondément dans les textes. Et c'est vrai que c'est super riche en ce moment. Il y a vraiment tellement de choses. Toute la question du Caire, toute la question de... Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions? Alors, ah oui, très bien. Merci pour la présentation. J'avais une question par rapport plutôt financière. Du coup, quelques coûts, par exemple, le réemploi de matériaux, qui restent quand même à convaincre, en tout cas sur des maîtrises d'ouvrage. Je vous entends pas bien, pardon. Pardon, vous m'entendez? Donc, en fait, ma question, c'était plus financier, parce que le coût, en fait, de réemploi est un peu plus cher, souvent. Et donc, comment, en fait, vous arrivez à convaincre des maîtrises d'ouvrage autres qui ne sont pas celles comme Belleville, qui est assez... qui a des prérequis qui sont assez généreux là-dessus La question, du coup, elle est centrale tout le temps, mais en fait, j'ai envie de la déplacer, si ça ne vous dérange pas. Parce que si on pense justement au coût induit sur la violence qui est faite aux personnes qui travaillent dans des conditions déplorables dans le bâtiment pour construire très bon marché, on peut se réinterroger sur la question du coût. Après, bon, pratiquement, je suppose que vous êtes d'accord avec moi, mais non, nous, en fait, c'est une exigence qu'on se met d'objectif d'arriver à l'équivalent neuf, et généralement, on y arrive. Sur le réemploi, on n'arrive pas à être... alors, sur le dernier cas que je vous ai montré, le TLM, on a fait de considérables économies avec le réemploi. Après, il se trouve que aussi le coût des matériaux, effectivement, si je prends le cas de la laine minérale, qui n'est pas spectaculaire, et on se dit ça a dû faire une sacrée économie d'avoir la matière gratuitement, et ben en fait, c'est vendu tellement bon marché, neuf, c'est-à-dire c'est tellement pas vendu à son coût réel d'impact que le coût d'envoyer travailler vite, déposer les matériaux, pourtant l'opération était très simple, stocker proprement, venir déplacer de Saint-Ouen à Paris 19e, c'est-à-dire il doit y avoir très peu, 10 minutes de transport, et ben tout ça était plus coûteux finalement que le matériau neuf, ou équivalent, à peine équivalent, de manière très tendue. Donc voilà, là on se bat contre des choses qui sont plus compliquées, et pourtant je vous parle beaucoup de l'artisanat, je vous parle beaucoup de la valorisation de matériaux de faible qualité finalement au départ. Quand on parle du bois, on parle d'un matériau qui part avec une certaine noblesse, même en récupération, et c'est aussi pour ça que les menuisiers ont été très tôt vers la pratique et sont plus massifs, et qu'on voit plus souvent des récupérations de bois. Mais tous ces autres, là, il va falloir qu'on s'écoltine. Enfin, ils sont là. De toute façon, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc, la question du coût, il faudra qu'on soit convaincant. Et convaincant dans la mise en œuvre. Et il faut aller mettre son nez dans la logistique, dans le détail logistique, pour pouvoir justement faire baisser ses coûts au bon endroit. Du coup, ça implique de se mettre dans l'ensemble du processus. Merci. Ouais. Mais vous avez raison, on choisit quand même des maîtrises d'ouvrage pour qui c'est plutôt évident qu'on n'a pas le choix de faire autrement. Donc on gagne ce temps-là. Maintenant, on travaille aussi, ceci dit, la question générale, on fait aussi un travail d'assistance à maîtrise d'œuvre. Et là, les gens qui sont en face, c'est Bouygues, c'est des grosses boîtes. Nous, on construit aucun bâtiment neuf, mais on assiste des maîtrises d'ouvrage dans ce cadre-là à introduire le réemploi dans leurs opérations. Et ce type d'interlocuteurs, maintenant, ils ont compris qu'ils n'auraient pas le choix. Hein, donc, ils y vont. Du côté des entreprises, c'est plus tellement un problème. Après, il peut y avoir un frein, mais on l'a fait aussi à Senlis dans le cadre de logement social, où on est à des coûts de logement social. C'est possible, en fait. Mais c'est possible uniquement si on a articulé justement toute cette chaîne d'acteurs, en fait.
Moi, j'avais une question. Comment est-ce que vous récupérez les matériaux? Enfin, est-ce que vous utilisez par exemple les plateformes comme Cyclope ou pour pouvoir récupérer des matériaux qui sont sur d'autres chantiers? Et si dans des chantiers, vous avez des matériaux ou par exemple même des WC ou des choses que vous n'allez pas utiliser, est-ce que vous utilisez ces plateformes pour redistribuer les matériaux et qu'ils soient utilisés sur d'autres chantiers? Alors nous, on n'a pas eu à faire appel à ces plateformes. Je dis pas de bêtises, je crois pas trop. Ça s'est pas présenté en fait, mais on pourrait tout à fait. Ce serait pertinent sur d'autres échelles. Parce qu'on a pu dispatcher en fait à l'échelle du quartier ou alentour ou des copains qui récupèrent, qui viennent, qui passent. Et donc ça s'est plutôt fait comme ça. Maintenant, bien entendu, elles sont nécessaires. Et par contre, pour sourcer de la matière, on les utilise très souvent. Ouais. Et là, il y en a plusieurs, qu'elles soient physiques ou pas. Il y a Reavi aussi, qui est une plateforme physique, Tristic, qui est une plateforme physique. Je vous invite, étudiants, à aller visiter ces plateformes. C'est hyper enrichissant. Et donc voilà, ça, on y fait beaucoup appel. Ouais. Et puis les plateformes numériques, là, comme CycleUp aussi. On a trouvé un tas de trucs. Mais après, ça va du Bon Coin, que je ne conseille pas, à tout. Enfin, je veux dire, ça peut être... c'est large. Des fois, vous laissez même les particuliers venir sur le chantier récupérer de la matière, par exemple? Ça, on l'a jamais fait. Il y a l'atelier Aino qui pratique ça, qui sont des architectes dans le sud. Du côté de Marseille, qui ont pratiqué le magasin de chantier. Là, j'espère qu'on va pouvoir le faire bientôt, là, sur un nouveau projet. On réhabilite un pavillon dans un centre psychiatrique pour créer une cité culturelle pour le centre psychiatrique. Et l'idée, c'est de s'ouvrir sur le territoire. Et là, on va mettre ça en place, justement, que les personnes d'étampes, puisque ça étampe, puissent venir récupérer ces matériaux. Et elles ont pratiqué ça, et ça a créé beaucoup de liens et de concernement des gens aussi pour les futurs bâtiments. Ça a été une super aventure apparemment. Et ensuite, les matériaux, vous les transformez directement? Est-ce que vous installez un atelier sur le chantier pour transformer le matériau et le réadapter sur le projet? Ou est-ce qu'à chaque fois, vous retournez en atelier? Généralement, on retourne dans les ateliers, ouais. Parce que les machines et la capacité de faire, elle est plutôt dans l'atelier. Donc c'est aussi cet acteur indispensable que chez nous c'est Travail et Vie, et qu'on avait autrefois en fait, qui fait le coursier, qui transporte la matière j'aime bien cette image, enfin c'est pas une image d'ailleurs, cette référence historique de la fabrication de la montre à la chaux de fond, où on avait celui qui sait faire telle petite partie, un artisan qui a ce savoir-faire, et puis il y a des petits coursiers qui sont partout dans la ville pour aller faire l'autre étape de la montre, et qu'en fait la montre elle est fabriquée à l'échelle urbaine. Et là c'est un peu ça avec les transformations des portes. On est passé d'un atelier, d'un savoir-faire, et pour atterrir sur le... Voilà. Et puis là, je sais pas pourquoi montrer la charpente, mais la charpente, on l'a récupérée intégralement d'un hangar à Romainville. Et donc, elle est passée d'abord par l'atelier pour être transformée par le charpentier métal, qui ensuite l'a reposée sur site. Merci. Et c'est plutôt ça le modèle. Alors, de temps en temps, l'origami, voilà, des petits trucs comme ça qui sont plus démonstrateurs et qui sont un temps chouette sur le chantier, on l'avait mis dans un container vitré où c'était visible par les habitants et par les promeneurs. Et voilà, mais généralement pas. Est-ce qu'il y a des autres questions? Alors, moi, je voulais remercier pour la présentation, pour la richesse de cette présentation qui nous a montré beaucoup aussi les modes de production de l'architecture, la forme, la question de la production, de la matière et de l'immatériel. Ça, c'est très intéressant dans tous les jeux des acteurs. Et moi, je pensais un peu, je sais pas, à la figure du bricoleur, comme il écrit Lévi-Strauss aussi.
Parce que le bricoleur, c'est pas pour donner du bricolage Moi, ça me va le bricoleur, ouais. C'est super. Parce que c'est quelqu'un qui arrive à démultiplier le monde à partir de son intérieur, d'un monde qui existe, de l'existante. Et je trouve qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, mais qu'on a vu aussi les autres conférences, c'est cette possibilité qui nous donne l'existant, ce qui existe, disons, de démultiplier des situations qui sont à la fois matérielles, mais qui amènent avec eux tout un tas de questions immatérielles, qui sont du travail et qui sont aussi de signification. Donc, je trouve que tous ces projets, ils amènent cette richesse de signification de la potentialité d'un projet d'architecture aussi. Et la complexité aussi de tout ça. Alors, l'autre conférence avait pour titre « Contradiction ». C'est vrai? Alors, c'est même un peu facile. Moi, je pense à Complexity and Contradiction, oui. Complexity and Contradiction in Architecture. C'est le livre de Robert Venturi, c'est un livre de 1966, c'est un autre contexte, bien sûr. Mais c'était un manifeste gentil aussi pour dire qu'on pouvait tenir ensemble plusieurs choses. Il y avait l'ambiguïté de ce qui existe, d'une architecture aussi, du quotidien. Oui. Et je trouve que, voilà, il me semble que ces trois conférences, ils nous ont donné une idée, une ouverture à cette possibilité, à la richesse et à la complexité de l'existence. Et ce qui existe, peut-être, c'est pas, ce qu'on peut dire, c'est pas une matière inerte, c'est pas du tout une matière inerte, mais c'est quelque chose qui c'est encore, je pense, à penser, à réfléchir, à faire. Bon, merci beaucoup. Oui, et puis aussi de se dire que c'est pas une pratique propre. Enfin, je veux dire, dans le sens où il n'y a pas cette... Je reviens sur la question justement de performance versus vulnérabilité, et qu'on vienne opposer et qu'on vienne trouver de la force dans la vulnérabilité de ces matériaux-là qui sont justement plus regardés, rejetés, et de ces bâtiments-là qu'on ne sait plus habiter, qu'on recherche à comprendre et pour recréer des conditions de coexistence en fait entre tout ça. Tout à fait. Et tout ça me semble très bien comme introduction, disons comme introduction, comme un parcours qui amène à la White Week. On est d'accord. Merci. Merci.